Et si je vous disais que le gouvernement américain nous cache des preuves de vie extraterrestre? Un récent sondage a établi que 40 millions d'Américains ont vu ou connaissent quelqu'un qui a vu un ovni. Mais nos responsables militaires et politiques continuent de nier leur existence. Aujourd'hui, des gens qui sont dans la place acceptent enfin de briser le silence et de nous révéler ce qu'ils savent et pourquoi ils l'ont caché. De tous les sujets que vous m'avez demandé d'aborder, voici l'un des plus brûlants. Que c'est le gouvernement de la vie extraterrestre? Je m'appelle Brad Meltzer et j'ai toujours adoré les histoires. En particulier celles qui parlent de signes, de symboles, de codes et de messages secrets. Certaines sont au cœur de mes romans, mais elles ne révèlent que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, avec mon équipe, nous allons enquêter plus en profondeur. Bienvenue dans Codebreaker. Coucou Brad. Salut Brad. Vous vous y attendiez? Qui est prêt pour une rencontre du troisième type? Pas question. Comme dans Alien? Je vous vois écarquiller les yeux d'ici. Un peu. Surtout moi. Eh bien, sachez qu'il y a plein de gens très sérieux et très intelligents qui ne sont pas du même avis. C'est vrai? Qui ça? Le président Ronald Reagan, Tu plaisantes? Ah bon? le président Jimmy Carter, Quoi? le premier ministre Mikhail Gorbatchev. Ce sont des chefs d'État. Ils devaient avoir des preuves. C'est bizarre. Des gens y croient vraiment. Je vous conseille de commencer par le site de la plus célèbre manifestation extraterrestre aux États-Unis, Roswell, au Nouveau-Mexique. Vous pensez peut-être avoir tout entendu, mais écoutez plutôt. Voilà ce que la plupart des gens savent à propos de l'affaire Roswell. En juillet 1947, un porte-parole de l'armée publie un communiqué de presse indiquant qu'une soucoupe volante a été retrouvée. Mais dès le lendemain, l'armée se rétracte en disant qu'il s'agissait d'un ballon-sonde et non d'un ovni. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en juin 1947, un pilote appelé Kenneth Arnold déclare avoir vu un objet étrangement similaire alors qu'il volait dans l'État de Washington. Il décrit des objets brillants disposés en V, volant à une vitesse de 2700 km/h et se déplaçant comme une soucoupe qui ricocherait sur l'eau. Il est la première personne à parler d'une soucoupe volante, et ce, 2 semaines seulement avant Roswell. Mon père s'appelait Walter Haut. Il était lieutenant de l'armée de l'air à la base de Roswell. Il était pilote de bombardier et aussi porte-parole de la base militaire. Le 8 juillet 1947, le colonel Blanchard l'a convoqué pour lui demander de publier un communiqué de presse déclarant qu'ils avaient trouvé une soucoupe volante. Le communiqué disait « On a une soucoupe volante en notre possession et on l'a remise à notre état-major ». Mais il y a eu un démenti. Le lendemain, le général Rémy déclarait qu'il s'agissait d'un ballon-sonde, qu'il y avait eu une erreur. Et à partir de là, l'affaire a été classée secrète. Voilà le nœud de la question. Peut-être s'agissait-il d'un ballon-sonde. Et pour le confirmer, il faut demander à Walter Haut ce qu'il a vraiment vu. Il y a une chose que vous devez savoir. À l'époque de Roswell, les ballons-sondes étaient en néoprène, un caoutchouc élastique et léger, et pesaient moins de 500 grammes. Une petite nacelle en nylon attachée à son train contenait un transmetteur de données. Ces engins n'étaient pas plus élaborés que ça. Walter Haut a décrit un objet inconnu et indestructible. Un pilote militaire accompli peut-il vraiment confondre un vaisseau spatial avec un ballon-sonde de 500 grammes? Avez-vous demandé franchement à votre père? Alors papa, qu'est-ce que tu as vu exactement? Il a eu les débris entre les mains. Je lui ai demandé des détails sur la soucoupe. Il a dit qu'elle faisait plus de 6 mètres de diamètre et que c'était impossible de la brûler, de la démonter ou de la découper. Pour moi, ça voulait bien dire qu'elle venait d'ailleurs. Votre père a-t-il vu les corps? Il a vu quelque chose sous une bâche dans le hangar. Il a parlé de grands yeux noirs,
de fente à la place des narines, de la bouche et des oreilles. Il a dit qu'ils avaient 4 longs doigts et de longs bras, ce qui me paraît assez précis pour quelqu'un qui n'a rien vu. Pensez-vous que le gouvernement cache quelque chose? Mon avis, et l'avis des 3/4 des gens qui visitent ce musée, c'est que oui, ils cachent quelque chose. Je pense que des visiteurs sont venus et que les extraterrestres existent. Il faut savoir qui était en garnison ici. C'était la 509e escadre de bombardiers, celle qui avait lâché des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la guerre. Ce n'étaient pas des soldats comme les autres, c'étaient les meilleurs pilotes. Et ils auraient été capables de larguer des bombes atomiques, mais pas de faire la différence entre un ballon sonde et une soucoupe volante. Je n'y crois pas. Le bâtiment derrière nous est le hangar 84. En 1947, les débris retrouvés au ranch à 95 km au nord-ouest d'ici ont été rapportés et stockés ici pendant un temps. Les témoins disent aussi avoir vu des corps dans ce hangar. Un corps provenant de l'accident? La plupart des gens avec lesquels je me suis entretenu ont parlé d'humanoïdes. Walter Haut m'a dit qu'il avait vu un corps étendu sur le sol, partiellement recouvert d'une bâche, de la taille d'un enfant de 12 ans environ. Ils ont l'anatomie d'un être humain, mais des yeux plus grands, une tête plus grosse. On m'a aussi parlé de 4 doigts au lieu de 5, très minces. Ils ne ressemblent à rien de connu. Quel est votre sentiment sur cet humanoïde? D'après les témoignages que j'ai recueillis au cours des 15-20 dernières années, je dirais qu'il n'a rien de terrestre. Vous vous dites peut-être que ces témoignages ont été influencés par l'imagerie et les films de l'époque. Les grands yeux, la tête ovale, la peau grise, on dirait un extraterrestre tout droit sorti d'un film de SF. Mais en fait, la plupart de ces films sont sortis après ces manifestations extraterrestres. Et ils se sont souvent inspirés des descriptions données par les témoins. Alors, qui est apparu en premier? La poule ou le petit œuf vert? Qu'est-il arrivé aux débris qu'ils ont retrouvés? Ils auraient été expédiés à Dayton, dans l'Ohio, à la base de Wright-Patterson. Aujourd'hui, ils sont probablement dans la zone 51 pour plus de sécurité. Vous dites que la zone 51 abrite sans doute encore des débris de l'engin qui s'est écrasé près d'ici? Absolument. C'est dur de pénétrer dans la zone 51? C'est impossible. J'y suis allé en 2006. Une route de terre de 20 km y mène. Il n'y a pas de clôture, mais une entrée et des panneaux. Un des panneaux dit que l'usage de la force est autorisé, et je le crois. Des F-16 et des hélicoptères surveillent la zone. Des boules en haut de certains poteaux signalent aux pilotes où se trouvent les limites. Et il y a une caméra de surveillance sur un petit poteau de 9 mètres. Vous me donnez envie d'y aller. N'en doute pas. Est-ce qu'on peut se cacher? Non. Et ils vous voient arriver. Cette route de 20 km, quand je suis arrivé à l'entrée, ils connaissaient déjà certainement mon numéro d'immatriculation et mon identité. En y allant, vous risquez la prison et d'être surveillé jusqu'à la fin de vos jours. On nous cache quelque chose. Mais ce que je n'arrive pas à savoir, c'est quand ça a commencé. On peut partir du premier communiqué de presse. Julie Schuster nous a dit que son père l'avait rédigé et qu'avant la fin de la journée, l'armée s'était rétractée et avait préparé un autre communiqué. Je suis d'accord. Il s'est passé quelque chose, mais quoi exactement? Un objet volant bizarre. Ils diffusent des informations et ils se disent que finalement, il ne faut rien laisser filtrer. Et ça fait 60 ans que ça dure. À partir de là, on peut se demander ce que la zone 51 cache d'autre. C'est un territoire immense. On est tous d'accord sur un point. Quelque chose s'est écrasé à Roswell en 1947 et ce n'était pas un ballon sonde. Oui, et on est aussi tous d'accord pour dire qu'on doit aller dans la zone 51. Notre enquête sur la possible dissimulation de manifestations extraterrestres nous mène directement à un endroit, la zone 51. Même si elle a servi de terrain d'aviation militaire dans les années 40 et accueilli un avion espion de la CIA et des essais nucléaires à partir des années 50, le gouvernement en a toujours nié l'existence jusqu'au 14 juillet 2003.
Avant que Buddy, Christine et Scott ne tentent de pénétrer dans un des endroits les plus secrets des États-Unis, on a trouvé des personnes qui travaillent là-bas et qui ont accepté de nous parler. On m'a dit que ce que j'allais surveiller était plus confidentiel que la bombe atomique. Et qu'est-ce que vous surveillez? On nous a parlé d'un avion d'observation météorologique. Vous aviez beau être chargé de la sécurité, on ne vous disait pas exactement ce que vous deviez surveiller. En effet, et c'était bien normal. Voilà un homme passionnant. Il est une des toutes premières personnes à avoir travaillé dans la zone 51. Il a reçu pour consigne de garder le silence dès son premier jour, en 1957, et cette consigne a officiellement toujours cours. Donc même si j'ai très envie qu'il nous dise tout ce qu'il sait, il se plie encore aux ordres reçus. C'est très respectable. Mais cela va-t-il nous empêcher de lui demander ce qu'il a vu? Certainement pas. Aviez-vous accès à toute la zone? Pouviez-vous aller où vous vouliez? Non, il y avait un bâtiment, un hangar dont l'accès était limité. Seule une demi-douzaine de personnes pouvaient y entrer. Vous n'avez jamais vu ce qu'il cachait? Si. Vous avez vu? Oui. Et vous avez le droit de parler? Non. Mais tout le monde peut commettre des erreurs. C'était le week-end. Je vérifiais que toutes les portes étaient bien fermées. Je suis arrivé devant le hangar, dans lequel je n'étais pas censé entrer. J'ai tourné la poignée et c'était ouvert. Avez-vous vu une chose dont vous ne pouvez toujours pas parler des années plus tard? Je ne l'ai jamais dit à personne. Le gouvernement a déclassifié toutes sortes de documents top secrets sur des sujets allant du Watergate à Guantanamo, de la baie des Cochons à la guerre du Vietnam et même aux attaques du 11 septembre. Ce sont des sujets très sensibles que le gouvernement aurait préféré garder sous son contrôle. Mais il s'est plié à la loi sur la liberté de l'information et les a rendus publics. Alors, pourquoi refuse-t-il toujours de divulguer le moindre détail sur la zone 51? J'ai une question simple à vous poser. Au cours des années où vous avez travaillé dans la zone 51, avez-vous vu ou entendu parler d'engins ou de créatures extraterrestres? Non. Jamais. Non. Vous le diriez si c'était le cas? Non. Et les autres membres du personnel, ils gardaient tous le silence aussi scrupuleusement que vous? Je n'ai pas envie de vous suivre sur ce terrain qui est très sensible. C'est une question de sécurité nationale. Après mon départ, il aurait mieux valu que le secret de la mission de Bob Lazar soit mieux gardé. Car beaucoup moins de gens seraient au courant aujourd'hui. Bob Lazar est une figure fascinante et controversée. Quand on parle de lui, on a du mal à distinguer la fiction de la réalité. Il dit être un physicien diplômé des plus grands instituts technologiques des États-Unis. Il aurait créé un véhicule avec un moteur d'avion capable de rouler à plus de 320 km/h. Mais son plus haut fait d'armes est d'avoir travaillé dans le secteur 4 de la zone 51 sur des appareils extraterrestres. Bien sûr, le gouvernement nie cette information et les prestigieuses écoles où il est censé avoir étudié disent n'avoir aucune trace de lui. Pour sa défense, Bob Lazar dit que le gouvernement s'est débarrassé de tous ses dossiers quand il a parlé aux médias des 9 disques volants de la zone 51. Et c'est là que ça devient intéressant. Il ne prétend pas seulement avoir vu des engins extraterrestres, il dit aussi avoir vu des extraterrestres. Concernant la zone 51, il y a un nom qui revient tout le temps, Bob Lazar. Vous étiez ami avec lui? Oui, j'ai rencontré Bob pendant l'été 1988. Il nous a emmenés voir une des soucoupes volées. D'ailleurs, j'ai dressé une petite carte. Et c'est ici qu'on avait garé le camping-car. Vous avez pris un camping-car pour aller voir une soucoupe volée? Exact. Avec Bob Lazar. Oui, j'ai installé mon télescope. On était à peu près dans cette position. On a regardé en direction des montagnes et on a vu cette soucoupe arriver et aller vers la gauche, vers la droite. Ça arrivait souvent? Tous les jours. John Lear était un homme modeste. C'est moi qui vais vous donner son pédigré. Il est un des meilleurs pilotes de l'histoire des États-Unis. Il a conduit 150 types d'avions différents.
Il est le seul pilote à avoir décroché tous les brevets délivrés par la Direction générale de l'aviation civile. Il détient 18 records mondiaux de vitesse. Il a rempli des missions pour la CIA. Et son père, Bill Lear, a inventé un avion appelé Learjet. Alors quand on parle aviation, peu de personnes sont aussi qualifiées que John Lear. S'il y a effectivement des soucoupes volantes et des extraterrestres dans la zone 51, qu'est-ce qu'ils en font? On utilise la technologie que les extraterrestres nous fournissent. On étudie leurs engins pour comprendre comment les fabriquer. C'est ça, on fait appel à la rétro-ingénierie. Mais ils ont des millions d'années d'avance sur nous. Pensez-vous que l'entreprise de votre père a participé à ces recherches après l'accident de Roswell? J'en suis convaincu. Au début de sa carrière, mon père était à la tête d'une entreprise spécialisée dans l'électronique. Ensuite, il a créé sa propre entreprise et il était très impliqué dans tout ce qui se passait. Il a participé à différents projets. Une minute. Si John Lear dit vrai, alors on a une réponse. Pourquoi le gouvernement veut-il nier l'existence des extraterrestres? Parce qu'il leur emprunte leur technologie. Et avant de lever les yeux au ciel, pensez un instant au contexte historique. On est alors en pleine escalade de la guerre froide qui se livre à grand renfort d'espionnage, de science et d'armes futuristes. Dans ce contexte, n'est-il pas naturel qu'un pays fasse tout ce qu'il peut pour conserver un avantage technologique sur son ennemi? Une chose est sûre, en juillet 1947, un objet atterrit à Roswell et est rapidement évacué par l'armée. 3 mois plus tard, Chuck Yeager accomplit un exploit que les scientifiques pensaient jusque-là impossible. Il franchit le mur du son en atteignant la vitesse de 1240 km/h. John Lear prétend que son père a eu des contacts avec des extraterrestres et créé le premier téléphone portable dans les années 1940. C'était avant la télévision en couleur, les valises à roulettes, et à une époque où les médecins pensaient que les cigarettes étaient bonnes pour la santé. En 1969, l'entreprise de John Lear fait un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, en inventant un téléphone portable que Neil Armstrong utilisera pour envoyer un message depuis l'espace. Vous me suivez ? John, la plupart des gens qu'on a rencontrés et qui étaient chargés de la sécurité de la zone 51 refusent de dire ce qu'ils ont vu. Pourquoi Bob Lazar a-t-il brisé le silence? Il estimait que la population devait savoir ce qui se passait. Qu'un fait aussi important, qui concernait chacun d'entre nous, ne pouvait pas être gardé secret. Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Savez-vous ce qu'a fait Bob Lazar après ses prétendues rencontres avec des extraterrestres? Il a créé une société qui vend des produits scientifiques, comme du minerai radioactif, des aimants surpuissants et de l'aérogel, le matériau le plus léger au monde. Sa densité est si faible qu'il n'est que 3 fois plus lourd que l'air, mais il peut supporter 1000 fois son poids et son point de fusion est de 1204 degrés Celsius. Je sais que ça peut paraître fou, mais les gens qui prétendent avoir été en contact avec des extraterrestres parviennent souvent à élaborer des matériaux et des technologies jusque-là inédits. Comment peuvent-ils garder un secret si longtemps? Ils savent très bien garder un secret. Ils en avaient déjà l'habitude bien avant l'affaire Roswell. Ils ont tellement bien tout dissimulé que rien ne transpirera tant qu'ils ne l'auront pas décidé. Vous n'avez pas idée de tout ce que vous ignorez. Jusqu'ici, notre enquête sur ce qui semble être une dissimulation de manifestations extraterrestres par le gouvernement américain nous a permis de recueillir d'incroyables témoignages sur des engins et des corps extraterrestres. Officiellement, tout ce que le gouvernement accepte de dire sur la zone 51, c'est qu'il s'agit d'un site d'exploitation dans le Nevada. Mais on a eu la confirmation que l'armée de l'air et la CIA y testaient des avions et des armes. Certains disent que cet endroit abrite aussi des débris de l'OVNI et des extraterrestres qui ont péri en s'écrasant sur Terre. D'autres avancent même que ces extraterrestres ne sont pas morts. La zone 51 n'apparaît jamais sur les cartes officielles du gouvernement, ni sur les cartes aériennes ou marines. Mais selon la rumeur, il existerait une compagnie aérienne secrète pour transporter les employés du site. L'aéroport se trouverait sur un terrain d'aviation totalement caché au regard, sauf si on sait regarder. On pense que ces avions transportent les gens jusqu'à la zone 51. Ces avions de ligne? Oui, c'est la compagnie aérienne Janet. Elle transporterait plusieurs centaines d'employés.
La compagnie Janet possède 6 737 avec une capacité de 190 passagers chacun et 5 avions à réaction plus petits. C'est une flotte capable de transporter 1200 personnes par jour vers un endroit qui n'existe pas. Personne ne sait pourquoi cette compagnie s'appelle Janet, mais plusieurs hypothèses circulent. Certains pensent qu'il s'agit d'un acronyme avec une signification cachée. Le mystère reste entier. Je doute qu'un avion de Janet nous y emmène. Mais on doit quand même y aller. Je te suis. Ok. Salut Brad. Il y a du bruit autour de vous. On est près d'un aérodrome. On observe les avions qui transportent les gens jusqu'à la zone 51, qui n'existe pas officiellement. Il faut réserver 3 billets. Oui, mais je doute que ce soit possible. On pensait simplement y aller en voiture. Qu'est-ce que t'en dis? C'est génial. C'est le but. Pourvu qu'on ne dise pas après, on pensait que c'était une bonne idée. Soyez prudents. C'est un endroit qui n'existe pas. Donc si vous arrive quelque chose, ça ne sera jamais reconnu. On va mémoriser nos numéros de portable. La dernière fois en prison, on les avait tous oubliés. Toi, tu réunis l'argent de la caution et tu sais qu'on va là-bas. Si vous arrive un pépin, j'espère que ça pourra se régler avec de l'argent. Il nous fait encore marcher. Pas vraiment. J'espère que si. Pour accéder à la zone 51, il faut emprunter une route appelée route 375, mais que tout le monde surnomme la route extraterrestre. La zone 51 se trouve juste à côté de la région de Yucca Flats, où ont été pratiqués plus de 700 essais nucléaires, mais aussi à proximité du site de stockage des déchets nucléaires de la montagne Yucca, à 70 km au sud-ouest. Au centre de la zone 51, s'étend Groom Lake, un lac salé d'environ 5 km de diamètre. Sur son rivage sud, il y a des pistes d'atterrissage, un dortoir, une caserne de pompiers et même des terrains de baseball et des cours de tennis. La zone 51 compte davantage de hangars qu'une base militaire classique, sans doute pour que rien ne soit visible depuis le ciel. Bien. Pourquoi on doit se ranger? Ils en ont pas après nous. Mais il y a plein de voitures de police avec les sirènes allumées. Elles viennent de la zone 51? À quelques kilomètres de la zone 51, on a vu un cortège de voitures de police arriver à toute allure, gyrophares et sirènes allumées. On s'est arrêté et on n'en a pas cru nos yeux. Il y a un énorme truc blanc qui vient par ici. Regardez ça! C'est un convoi exceptionnel. Il prend toute la largeur de la route. Le voilà, regardez. C'est énorme. La vache! Toi qui es ingénieur, qu'est-ce qu'on peut transporter d'aussi gros sur une route? Je sais pas. J'ai fait convoyer des turbines et des générateurs pour des centrales électriques, mais ils étaient plus petits. Et avec autant de policiers? Ah non, jamais. Mais quand on veut vraiment cacher quelque chose, on s'arrange pour que personne ne voit rien, non? Donc qu'est-ce que c'est et où ça va? On sait d'où ça venait. Ouvrez l'œil les amis. Ce n'est pas facile à trouver. Non. C'est la bonne route, sûr? Je voudrais pas tomber en panne ici. Ça ne figure pas sur le GPS. On se dirige plein ouest? Ouais. Ça devrait être bon. Je n'ai jamais rien vu d'aussi désert, même pas à Tundra en Alaska. On ne se croirait pas sur Terre. L'endroit idéal pour accueillir des extraterrestres. Ils peuvent cacher tout ce qu'ils veulent dans la zone 51. Regardez comme c'est difficile d'accès. Les plus chanceux y vont en avion. Il y a un panneau juste là. Attention, installation de l'armée de l'air américaine. Peine maximum encourue, $1000 d'amende, 6 mois de prison ou les deux. Aucune exception. Aucune exception, c'est-à-dire? Je crois qu'il y a 2 personnes dans cette voiture. Quelle voiture? Sur la colline. Ah oui. Je n'aime pas ça du tout. Vous voulez aller voir ce qui se passe? J'y vais. C'est bon? Il ne bouge toujours pas. Interdiction d'entrée sans l'autorisation du commandant. Quelqu'un a l'autorisation? Pas moi. Moi non plus. Ça a même donné un nom. Champ de tir de Nellis. C'est une couverture. De la foutaise. Ah bon? Un champ de tir, tu parles? Chacun a son opinion sur la zone 51. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, il ne plaisante pas avec la sécurité. On savait qu'il fallait être très prudent. Il y a une route ici, et aucun panneau interdisant l'accès. On pourrait grimper en haut de la colline. Oui. On serait peut-être assez haut pour voir l'installation. Vérifions bien qu'il n'y a pas de panneau.
Je ne vais pas quitter la voiture des yeux, car si elle démarre, il faudra déguerpir. Il y a une autre caméra de surveillance là-haut. C'est bizarre, elle ressemble un peu à des cactus. On voit mieux d'ici. On se rapproche de la voiture. Je n'aime pas ça. Cet endroit est incroyable. Regardez, il faut vraiment connaître pour pouvoir s'y retrouver. Une des choses les plus fascinantes concernant la zone 51 est qu'elle a été construite au-dessus d'une mine d'argent. Ça veut dire qu'il y a tout un réseau de tunnels et de grottes dans le sous-sol. Les éléments les plus sensibles et top secrets sont peut-être sous terre. Il y a des caméras de surveillance sur la gauche, un véhicule sur la colline devant nous avec 2 hommes à l'intérieur et un panneau d'information en haut de la montagne la plus élevée. C'est une cachette idéale, mais il n'y cache pas forcément des engins spatiaux. Il peut y avoir n'importe quoi. La voiture a démarré. Elle vient vers nous. On redescend? Oui. On retourne à la voiture. On ferait mieux d'accélérer. Ça ne me plaît pas du tout. Ils nous suivent. Allez, on se dépêche. On démarre, vite. Ils font des appels de phare. Qu'est-ce que ça veut dire? Mieux vaut ne pas les regarder. On ne les regarde pas, on roule. On cherche des preuves de vie extraterrestre. Mais on a découvert que le gouvernement les avait peut-être déjà trouvées. Maintenant, la question est de savoir de quelles informations ils disposent et pourquoi ils refusent de les divulguer. En tant que pilote, avez-vous déjà vu quelque chose que vous n'avez pas pu expliquer ou comprendre? Des phénomènes étranges, non. Mais j'ai un très bon ami, qui est aussi un excellent pilote, qui a vu un ovni non pas dans le ciel, mais au sol. Il m'a juré qu'il était posé dans une clairière, juste à côté de l'endroit où il campait. Je crois qu'il a vu quelque chose. Mais est-ce que c'était un ovni? Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'il l'ait signalé à qui que ce soit d'ailleurs, pour des raisons évidentes. Lesquels? Vous vous imaginez aller voir votre commandant et lui dire « Pendant que je campais ce week-end, j'ai vu un ovni ?» Votre métier consiste à manipuler des armes nucléaires. On risque de vous démettre de vos fonctions tant qu'on n'a pas tiré cette histoire au clair et établi que vous étiez encore sain d'esprit. Et croyez-moi, aucun aviateur n'a envie de se faire remarquer. On préfère faire notre boulot. Alan, on est allé à Roswell et on a discuté avec des gens. On a vu ces fameuses photos montrant ces disques volants qui ressemblent à des ovnis. Comment expliquez-vous ces images et les ovnis? Eh bien, dans l'armée de l'air, ils avaient un projet appelé Blue Book. Tous les objets volants non identifiés étaient étudiés par cette commission. Le projet Blue Book était une commission secrète de l'armée de l'air créée en 1952 afin de déterminer si les ovnis constituaient une menace pour la sécurité du pays. 12 618 rapports ont été étudiés. Et quand les conclusions ont été rendues publiques, les membres de la commission ont prétendu avoir écarté 97% des manifestations. Sauf qu'on a appris plus tard que 22% d'entre elles restaient inexpliquées. Mais ce n'est pas tout. Devinez qui a retourné sa veste en cours de route. L'expert scientifique du projet, le docteur J. Allen Hynek. Il ne croyait pas du tout aux ovnis quand il a intégré la commission, mais il a changé d'avis. Il a même taxé ses homologues de l'armée d'apathie et d'ignorance, car confronté à un phénomène inexplicable, il prétendait systématiquement qu'il s'agissait d'oiseaux ou de ballons. There has been no evidence that unidentified flying objects are a threat to our national security. Il a déclaré, le projet Blue Book n'a pas enquêté sur l'inexpliqué, mais fournit des explications sans enquêter. Donc vous dites qu'il existe des phénomènes inexpliqués? Oui. Et des ovnis? Oui. Et ça vaut la peine de les étudier jusqu'à ce qu'on trouve des explications. Mais il se produit sans cesse de nouveaux phénomènes qu'on n'arrive pas à comprendre. Le gouvernement prétend ne disposer d'aucune preuve de vie extraterrestre dans ses dossiers. Mais ce sont seulement les dossiers dont il accepte de parler. Notre équipe va s'entretenir avec un haut responsable qui a décidé de désobéir aux ordres et de raconter sa version. J'aimerais savoir quelle était votre fonction et ce que vous faisiez à l'époque où vous avez eu cette information. J'étais responsable du centre technique de la Direction générale de l'aviation civile à Atlantic City.
On a regardé un 747 descendre et quand il est arrivé sur notre fréquence, le pilote a demandé « Y a-t-il du trafic ?» Le contrôleur a regardé son écran et a répondu « Non, pas de trafic ». Mais le pilote a dit qu'il voyait quelque chose à 11 ou 12 heures, des lumières stroboscopiques blanches et jaunes. Il ne connaissait pas d'avion aussi gros. Il faisait environ 4 fois la taille d'un porte-avions. Il pilotait un 747. C'est un avion énorme avec un ascenseur et 2 étages. Et il voyait un objet gigantesque devant lui. Il pensait que c'était un avion. John, est-ce que les passagers l'ont vu? Tout l'équipage a la même version. Donc d'autres membres d'équipage ont confirmé. Oui, ils ont tous dit la même chose. John Callahan est l'homme que la Direction générale de l'aviation civile appelait quand il se passait quelque chose de bizarre dans le ciel. Personne n'avait jamais rien vu d'aussi étrange. Selon lui, un 747 a été approché par un ovni tellement gros que le radar l'a pris pour un front météorologique. Il a décrit un engin sphérique et lumineux. Le plus étonnant étant la manière dont il se déplaçait. L'ovni glissait si vite dans les airs qu'il apparaissait à des kilomètres devant l'avion à un moment et à des kilomètres derrière l'instant d'après. L'incident inquiète tellement les supérieurs de John Callahan qu'ils préviennent immédiatement la Maison-Blanche et convoquent l'équipe d'investigation de Reagan. Le président avait lui-même déclaré avoir vu un ovni depuis un avion au-dessus de Bakersfield en 1974, bien avant d'être élu. Il a dit « C'était une lumière très blanche. On l'a suivi jusqu'à Bakersfield et tout à coup, à notre grand étonnement, elle a disparu dans le ciel. » J'ai été convoqué par l'état-major. L'amiral m'a fait venir et il m'a dit « Expliquez-moi en 5 minutes ce que vous avez découvert. » Je suis allé dans son bureau, je lui ai parlé pendant 5 minutes. Et il a dit à un de ses assistants, « Annulez tous mes rendez-vous de ce soir. On les reporte à la semaine prochaine. » Et après, il s'est tourné vers nous. « Je vais aller voir Reagan. On va confier ça à son équipe scientifique. » Le dossier s'est donc retrouvé entre les mains des 3 experts. Ils ressemblaient à Einstein, avec leurs longs cheveux gris mal peignés. Ils étaient bien habillés, mais ils avaient l'air un peu illuminés. Et il y avait 3 agents de la CIA avec eux. Et puis un des scientifiques a dit, « Ceci n'est jamais arrivé. Vous ne nous avez jamais vus. On vous confisque toutes les données et vous jurez de garder le silence. » Alors je lui ai demandé, « À votre avis, c'était quoi ?» Et il a dit, « Oh, un ovni !» C'était la première fois qu'ils avaient autant de minutes d'informations radar à étudier. Et il a ajouté, « Regardez, il meurt d'envie de mettre le nez dans ces données. » Moralité, il ne faut plus appeler Washington quand il se passe des choses comme ça. Mais il n'y a personne d'autre à appeler. Même si vous appelez les journalistes, ils vous prennent pour un dingue. Car on leur a fait croire que si les ovnis existaient, le gouvernement le saurait et le dirait. Il sait ce qui est bon pour nous et il sait ce qu'on doit penser. Notre enquête sur la vie extraterrestre a mené notre équipe sur tous les fronts. Mais avant de pouvoir tirer ses conclusions, elle va s'entretenir avec un homme qui a passé une grande partie de sa vie là où on n'a pas pu aller. Vous êtes allé 6 fois dans l'espace. Est-ce que c'est différent à chaque fois? C'est plus enrichissant, on sait quoi chercher. Quand vous étiez là-bas, vous avez vu des êtres vivants? Non, mais j'aurais aimé. Ah oui? Bien sûr. Pensez-vous que les extraterrestres existent, mais qu'on n'a pas la preuve qu'ils sont venus sur notre planète? Chaque fois qu'on a une image du télescope Hubble, on a 2000 galaxies multipliées par 100 milliards d'étoiles, soit 2000 fois 100 milliards. Donc, sur une seule image du télescope Hubble, on a 200 millions d'étoiles. Et pour chaque nouvelle image, on a encore des centaines de millions d'autres étoiles. La probabilité est donc... Énorme, c'est une certitude. Même si la probabilité pour que des extraterrestres vivent près d'une étoile est seulement d'1 sur 1 million de millions, pour chaque nouvelle image prise par le télescope Hubble, il reste 200 planètes potentiellement habitées. Ce qui est très intéressant à propos de la Terre, c'est la pression atmosphérique, la quantité d'eau et sa proximité avec le Soleil. Toutes les conditions étaient favorables à la vie. Pensez-vous que ces conditions soient réunies ailleurs? C'est une jolie façon de le formuler. Oui, mais quand sur une image du télescope Hubble, on a 100 millions d'étoiles, on n'a pas besoin que toutes les conditions soient réunies. On a toujours 1 million de planètes habitées.
Et ils sont extrêmement avancés dans la courbe de l'évolution. Les extraterrestres? Oui, et ils ont aussi pu développer 1 milliard d'années de technologie. C'est vrai? Ils existent depuis 12 milliards d'années. Hubble permet d'avoir une idée assez précise de l'âge. Il n'y a pas seulement des bactéries et des poussières volcaniques. Ils maîtrisent le voyage interstellaire. Vraiment? Bien sûr. Quand vous avez une courbe de l'évolution avancée, que vous développez des technologies depuis 1 milliard d'années, vous maîtrisez le voyage interstellaire. Donc vous pensez que si on a été capable en 200 ans de passer des presses actionnées par des bœufs à l'ère d'Internet et des smartphones, Moi, par exemple, quand j'étais enfant, il y avait encore des locomotives à vapeur. et vous êtes devenu astronaute, De la loco à l'espace. une autre forme de vie a pu accomplir beaucoup en 1 milliard d'années. Absolument. Aujourd'hui, il y a plus d'informatique dans un téléphone portable qu'il n'y en avait dans Apollo 11. Et c'est pourtant ce qui a permis à l'homme d'aller sur la Lune. Ce sont des progrès énormes qui ont marqué un grand nombre d'entre nous. Alors imaginez de quoi on sera capable dans 10, 100 ou 1000 ans. Mais ce n'est pas ce dont parle notre astronaute. Lui se projette dans 1 milliard d'années, quand nos descendants considéreront notre époque comme on considère aujourd'hui les hommes des cavernes. Story, si vous êtes si sûr que d'autres formes de vie existent et sont capables de voyager d'étoile en étoile, pourquoi ne sont-elles pas venues nous voir? Tout d'abord, il faut regarder les statistiques. Oui, le voyage interstellaire existe, mais il y a une foule d'endroits où aller. Les distances sont énormes. Vous en êtes sûr? J'en suis convaincu, mais je n'en ai pas la preuve. C'est statistique. C'est la force de la vie. On a 4 millions d'espèces ici. La vie n'a pas créé qu'une poignée d'espèces. Elle a créé des espèces capables de survivre en très grand nombre. Et elle a disposé d'un temps très long. Donc la vie est partout. Quelque part ailleurs qu'ici. Oui. L'équipe a enquêté sur les manifestations extraterrestres les plus connues et obtenu des informations peu connues. Ces interlocuteurs étaient crédibles, mais leurs histoires incroyables. Voilà mes conclusions après ce que nous avons découvert. La Direction générale de l'aviation civile, la CIA et l'armée de l'air n'autorisent pas d'enquête scientifique transparente. Je suis convaincue qu'ils essaient de contrôler les informations. Est-ce qu'ils dissimulent des preuves de vie extraterrestres? Je ne pense pas qu'ils aient de preuves. Ils manquent de connaissances. Ils essaient de comprendre avant tout le monde ce qui se passe, mais ils ont du mal. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Je pense qu'il existe largement assez de preuves, mais que le gouvernement les garde secrètes. Pour commencer, on a le témoignage très crédible d'un pilote japonais qui a décrit ce qui ne peut être qu'un vaisseau spatial. Ce type avait tout à perdre en racontant ce qu'il a vu. Des sources militaires fiables ont dit avoir été informées qu'une soucoupe volante s'était écrasée à Roswell, mais elles ont dû changer de version. Qu'on essaye de garder des secrets militaires pour notre sécurité, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il existe des preuves crédibles, comme l'a montré notre enquête. Est-ce que je pense que le gouvernement cache des preuves de vie extraterrestre? Non. Je pense qu'il cache l'existence d'ovnis. Car les ovnis sont des objets qu'on n'est pas encore capable d'expliquer. Je suis tout à fait prêt à admettre que quelque chose s'est écrasé à Roswell et que le gouvernement s'est empressé de changer de version. Ce qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est mon entretien avec Richard Mingus. Il était chargé de la sécurité dans la zone 51 et il avait accès à tous les espaces de la base, excepté un. Il y avait un hangar où il n'avait pas le droit d'aller. Il y a quand même jeté un coup d'œil et il a vu quelque chose dont à ce jour il ne peut toujours pas parler. Je pense qu'il y a d'autres formes de vie en dehors de notre planète. On ne peut même pas imaginer l'ampleur de l'univers. Mais quelque part, les conditions doivent être réunies pour qu'une autre forme de vie existe. Je suis complètement d'accord avec toi. Une forme de vie extraterrestre doit exister. On entend beaucoup de choses qui sont simplement le fruit de l'imagination de certaines personnes un peu dérangées. Mais j'ai découvert trop de preuves au cours de cette enquête pour penser que ça n'existe pas. Ça me ramène à notre conversation avec Story Musgrave. On l'a regardé droit dans les yeux. Avez-vous vu quelque chose? Après un moment, il a répondu « Non, mais j'aurais aimé ». Alors j'ai une question. Pensez-vous que les extraterrestres existent quelque part dans l'univers? J'ai vu un ovni. Tu plaisantes.
On ne dit pas facilement qu'on a vu un ovni pour tout un tas de raisons. De peur de passer pour un dingue. Oui, j'étais enfant. Je devais avoir 8 ans. J'étais en voiture avec ma famille. Mon père a regardé le ciel et il s'est immédiatement arrêté. Il y avait un énorme objet brillant et ovale dans le ciel. Il était éclairé de l'intérieur. On aurait dit qu'il y avait des flammes tout autour. On s'est arrêté. Beaucoup d'autres voitures se sont arrêtées aussi. Tout le monde avait les yeux rivés sur cet objet et personne n'avait la moindre idée de ce que c'était. Je vais être franc, Buddy. Si tu m'avais raconté cette histoire avant qu'on commence cette enquête, je me serais inquiété pour ta santé mentale. Mais après tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu et tout ce que les gens nous ont dit, c'est incroyable. C'est une des choses les plus incroyables qui me soit arrivée dans mon enfance. Je ne fais pas de cauchemar ni rien du tout, mais ça m'interpelle. Est-ce que ça venait d'une autre planète? Ouais. Je n'en sais rien. La plupart des étoiles de notre univers sont à plus d'1 millier d'années-lumière. Ça veut dire qu'il faudrait 1 millier d'années à un extraterrestre pour arriver jusqu'ici. Les physiciens pensent que la lumière est l'agent le plus rapide de l'univers et que c'est impossible pour quoi que ce soit d'autre d'aller plus vite. Mais ils pensaient aussi que c'était impossible d'aller plus vite que le son, jusqu'à ce que Chuck Yeager leur apporte la preuve du contraire en 1947, en franchissant le mur du son. On pensait que c'était physiquement impossible de parcourir 1500 mètres en moins de 4 minutes, jusqu'à ce que Roger Bannister y parvienne en 1954. Ce n'est pas parce qu'un fait ne s'est jamais produit qu'il est impossible. J'ai envie de croire qu'on n'est pas les seuls êtres vivants dans l'univers. Ronald Reagan a dit qu'il avait vu un ovni, tout comme Jimmy Carter. Et Stephen Hawking, un des plus grands physiciens de tous les temps, estimait que c'était une impossibilité mathématique de considérer qu'il n'y avait pas d'autre forme de vie. Écoutez bien ce qu'il disait, car il donnait en même temps un avertissement. Il suffit de nous regarder pour voir comment une vie intelligente peut se développer en quelque chose que nous n'aimerions pas rencontrer. Et il poursuit, si des extraterrestres venaient nous rendre visite, je crois que le résultat serait semblable à celui de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, qui ne s'est pas très bien terminé pour les Amérindiens. Donc, même si on a très envie d'y croire, la prudence est de mise.